Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer l'ensemble des matchs de Ligue des Champions d'hier soir. Alors, on n'abandonne pas le format de l'analyse du lendemain et je reviendrai pas nécessairement à chaque fois sur tous les matchs de la soirée, mais voilà, Naples-Paris m'a laissé un petit peu sur ma faim et en plus, c'est passé des trucs très intéressants sur beaucoup de pelouses. Alors, c'est parti. Et on commence avec ce qui était le premier match de la soirée et la première surprise de la soirée, le déplacement de Liverpool à Belgrade. Le derby cramoisi entre les Reds et l'Étoile Rouge qui a vu les Serbes réaliser l'un des plus grands exploits de leur histoire footballistique, 2-0, un doublé de Milan Pavkov en 7 minutes, de la tête sur corner à la 22e, puis d'une frappe surpuissante à la 29e, le début d'une nuit de délire à l'Est. Bon alors avant toute chose, ça fait toujours plaisir de voir un club renouer avec son histoire glorieuse, surtout après quelques décennies vraiment pas évidentes. On rappelle quand même que c'est la première participation de l'Étoile Rouge à la Champions League format moderne, au format depuis 1993, alors qu'ils avaient gagné la C1 en 91. Mais voilà, entre-temps, les guerres dans les Balkans, l'arrêt Bosman, pas mal de facteurs qui ont freiné le développement du football serbe. On ne doute pas du fait qu'à Belgrade, ils vont savourer cette victoire pendant un petit moment. Après, au-delà de la portée symbolique, c'est surtout un résultat qui a de vraies conséquences, là tout de suite, dans le présent, parce que déjà c'est un signal d'alarme pour Liverpool, qui a cruellement manqué de créativité. Voilà, on sait que Klopp et ses hommes sont pas hyper à l'aise dans l'exercice d'aller fissurer un bloc bas bien regroupé, mais même les individualités ont totalement sous-performé. On a Salah qui a jamais réussi à trouver la mire, Mané qui s'est bien emmêlé les pinceaux dans ce genre de match, et au vu du scénario, tu t'attends à voir une deuxième mi-temps en mode attaque-défense totale, avec une Étoile Rouge qui plie et qui risque de craquer à tout moment, mais la réalité c'est que on a l'impression que Liverpool aurait pu jouer encore au moins une demi-heure sans jamais trouver la faille. On passe à l'autre match de 19h qui voyait un Monaco au fond du trou accueillir les champions de Belgique en titre, Bruges, et il n'aura pas fallu plus d'une demi-heure pour constater la supériorité écrasante des visiteurs. 3-0 à la 24e, 4-0 score final, le chemin de croix continue pour les hommes d'Henry. Donc voilà, on l'attendait et c'est arrivé, Monaco officiellement éliminé de la Champions League et qui devrait même finir, sauf miracle, qui devrait finir 4e. On a de plus en plus de mal à distinguer de la qualité dans ce groupe, la situation déjà alarmante devient là foncièrement effrayante et personne n'est à épargner. Glick Jemerson c'est une cata, Tielemans qui débute bien mais transparent ensuite, une des plus grosses déceptions de cette équipe. C'est vraiment une période ultra sombre pour Monaco, avec Rybolovlev, le propriétaire, qui vient en plus d'être placé en garde à vue pour corruption. Ce week-end, une réception du PSG qui pourrait clairement tourner à l'humiliation. On a du mal à voir d'où viendra la lumière. Cela dit, mention pour Bruges quand même, qui montre qu'il a de la qualité. Alors, pour ceux qui avaient vu le 3e épisode d'Objectif Ligue des Champions, vous n'êtes pas surpris. Mais voilà, ils font un gros pas vers la qualif en Europa League et ils pourraient très bien y figurer. Bravo à eux. Un rapide détour par Londres maintenant, où le PSV Eindhoven, en tête dès la 62e seconde, grâce à un but sur corner de Luc de Jong, a longtemps cru tenir son exploit, mais a finalement craqué sur 2 coups de butoir de l'inévitable Harry Kane. Tottenham décroche un succès mérité, s'évite une mini-crise et entretient le rêve des 8e de finale. Dans l'autre match du groupe, l'Inter et le Barça se sont neutralisés à San Siro. L'ex-bordelais Malcolm a cru donner la victoire à son équipe à la 83e, mais Mauro Icardi a répliqué 4 minutes plus tard, un partout. Bon, déjà petit détail de l'histoire, mais le Barça est officiellement qualifié pour les 8e de finale. Ils nous ont habitués à pas perdre de temps et ils le prouvent à nouveau. Niveau physionomie, j'ai pas vu la rencontre, mais des analyses tactiques que j'ai lues, le Barça a vraiment écrasé la première période sans réussir à concrétiser. Ça a un peu changé en seconde avec l'entrée de Borja Valero côté Inter, peut-être un peu de fatigue chez les Catalans aussi, mais Valverde qui est pas toujours super inspiré a là réussi 2 changements judicieux. L'entrée d'Arturo Vidal qui a redonné du contrôle au Barça et bien sûr l'entrée de Malcolm qui marque 1 minute après être sorti du banc. On parle pas mal de la situation de Malcolm, lui-même en parle, qu'il aimerait jouer davantage, et c'est clair que depuis le début de la saison, il doit se contenter de quelques maigres minutes, il a vraiment un total famélique. Le truc, c'est que, malheureusement pour lui, il est en concurrence directe avec Messi. Et ouais, c'est pas évident, mais il est en concurrence directe avec Messi, et je parle pas seulement de son poste, mais même de son style de jeu. Alors, toute proportion gardée, bien sûr, mais voilà, Malcolm, c'est un gaucher qui aime bien partir de la droite pour se recentrer, qui aime bien ses petits crochets, qui aime bien tirer de l'extérieur de la surface, par rapport à un Dembélé par exemple, qui a les 2 pieds, qui est plus à l'aise dans la profondeur. Il présente un profil moins complémentaire et il le paye.
En déplacement sur la pelouse de Schalke, Galatasaray avait l'opportunité de réaliser un grand coup et de se hisser au-dessus de ses rivaux du soir, mais ce sont bien les Allemands qui réalisent un pas de géant vers les huitièmes grâce à une victoire nette et sans bavure 2-0. Et puis dans l'autre rencontre du groupe, le choc des extrêmes qui opposait Porto au Lokomotiv Moscou, les leaders n'ont pas épargné les Russes, 4-1 sous une pluie torrentielle. À l'heure des comptes, ça sent très très bon pour eux. Et pour Schalke, qui creuse l'écart avec leurs poursuivants, on est sans doute pas loin du classement final dans ce groupe D. On y est enfin, le match qui concentrait toutes les attentes dans l'Hexagone. Au pied du Vésuve, Napolitains et Parisiens se sont neutralisés dans une partie qui avait pourtant vu le PSG faire le plus dur. À la mi-temps, c'est Juan Bernat, buteur improbable, qui permettait aux siens de réussir la belle opération de la soirée. Mais au retour des vestiaires, Paris a reculé, a concédé, puis a craqué. Une grossière erreur de Thiago Silva, un penalty de Lorenzo Insigne et le San Paolo qui explose. Les ennemis d'un soir se quittent plutôt bons amis et iront chercher leur qualif face à Liverpool. Alors beaucoup de choses à dire sur cette rencontre, mais déjà, Naples invaincu sur ses 4 premiers matchs de phase de poule pour la première fois de son histoire. Et si l'héritage de Sarri est là, visible, force est de constater que ses campagnes européennes étaient pas vraiment brillantes. Là, on a un homme de Champions, Ancelotti, qui vit vraiment pour cette compétition, qui va souffrir jusqu'au bout dans ce groupe, mais qui réalise déjà quelque chose de superbe, alors bravo à lui. Ensuite, on a un autre Napolitain qu'il faut distinguer pour sa grande soirée, c'est évidemment Kalidou Koulibaly. Pas le meilleur relanceur, et encore, c'est pas dégueu, mais sur ses qualités de stopper pur, c'est un monstre. Il est jamais pris à défaut, il sort des tacles qui font bondir. À la fin du match, quelqu'un demandait sur Twitter quel DC est meilleur que Koulibaly aujourd'hui. Alors bien sûr, Sergio Ramos est très bon dans l'absolu, mais on va dire sur les qualités défensives pures, plus sur la forme du moment, personnellement je vois que Godin, peut-être Van Dijk, et je sais qu'on considère très bien aussi Milan Skriniar, mais ça fait un petit moment que j'ai pas vu de match de l'Inter, donc c'est un petit peu dur de juger et de formuler un avis éclairé. Ce qui est sûr, c'est que Koulibaly mérite clairement de figurer dans cette conversation, et justement ça peut être, je pense, une question intéressante pour cet épisode. Qui est-ce que vous mettriez dans votre top 3 ou votre top 5 des meilleurs DC? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Ensuite, pour éclairer un peu la prestation parisienne, on a bien eu le système à 3 défenseurs auquel on s'attendait, même si c'était sûrement plus un 3-5-2 avec Di Maria reculé d'un cran, un peu plus au milieu. En tout cas, ça a permis beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de maîtrise. On se souvient de la première mi-temps des Parisiens au Parc des Princes. Là, c'était le jour et la nuit. Après, on peut regretter cette défense qui a une tendance assez fâcheuse à craquer sous la pression, parce que voilà, toutes les équipes connaissent des temps faibles, des périodes sur lesquelles elles subissent, mais avec Paris, ça se traduit très souvent, j'ai l'impression, par un but ou un penalty. Bon, les deux vont très bien ensemble, mais la petite stat, c'est que sur ces 13 derniers matchs de Champions League à l'extérieur, Paris a concédé 9 pénaux, ça fait quand même beaucoup. Puisqu'on y est, petit point sur l'arbitrage, parce que le PSG peut quand même s'estimer assez significativement lésé pour ce penalty non sifflé sur Bernat, qui était pourtant évident. Par contre, il n'y a pas hors-jeu de Kairon sur l'action qui amène au péno, puisque Thiago Silva le remet en jeu avec son erreur manifeste. C'est un cas qui est assez bien précisé dans les règles et que, en plus, je sais plus quel arbitre, sur je sais plus quel plateau, mais a très bien expliqué dans la soirée. Voilà, pas de matière à polémiquer sur ce point précis. La grosse mauvaise nouvelle de la soirée, pour moi, et que j'ai souligné sur Twitter, c'est que 2-2 au Parc des Princes et un partout à San Paolo, ça veut dire que c'est Naples qui chope la meilleure différence de but particulière, qui est le tie-breaker en Champions League en cas d'égalité de points, ce qui signifie donc qu'en cas d'égalité de points entre Paris et Naples, c'est Naples qui passera. Quoi qu'il en soit, grosse intensité dans ce groupe, parce que si la victoire de l'Étoile Rouge contre Liverpool offre un peu de répit aux Parisiens dans un premier temps, elle relance surtout Belgrade, qui va avoir quelque chose à jouer jusqu'à la toute dernière journée. Le déplacement en Serbie sera loin d'être évident pour les Parisiens. Enfin, quelques mots pour Atlético Dortmund, avec un succès 2-0 des Colchoneros, 100e clean sheet pour Oblak en 178 rencontres à peine. Voilà, dommage pour ce deuxième but de Griezmann qui gâche mon prono, mais sinon c'est plutôt ce qu'on attendait. Un match solide des Madrilènes, une victoire qui fait du bien et une défaite qui pour Dortmund finalement change pas grand chose. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode Express Champions League de l'œil de Willou. J'espère que ça vous a plu et d'habitude je mets les images de but, mais l'UEFA est vraiment particulièrement vigilante, plus que toutes les autres ligues, et en particulier les lendemains de match. Alors j'ai pas osé, mais si vous voulez voir tous les buts, tous les résumés des rencontres en intégralité, je vous conseille le site goalsarena.org. Voilà, j'en ai déjà parlé, c'est pas un placement produit, j'ai jamais échangé avec ces mecs-là, mais c'est tout simplement la plateforme que moi j'utilise tous les matins personnellement, alors je vous la recommande.
Quoi qu'il en soit, on se retrouve demain pour une analyse de Lyon-Hoffenheim, en espérant une victoire bien sûr. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo prono si vous voulez vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Mais voilà, allez l'OL et je vous dis à très vite. Bisous.